Merci, maître. La parole est désormais à la défense, représentée par maître Frédéric Lallance. Merci, Madame le Président. Je me présente dans l'intérêt du prévenu, ce qui est pour moi un rôle de composition. Je suis plus souvent du côté des parties civiles que des prévenus. Donc c'est la raison pour laquelle je laisserai les effets de manche aujourd'hui au procureur pour me limiter, si vous en avez convenance les uns et les autres, à un certain nombre d'observations sur ce que pourrait être la défense de ce hacker, dont je considère que c'est un hacker blanc et c'est probablement le fil rouge du cas pratique qui nous est proposé aujourd'hui par les organisateurs. Vous avez entendu, j'ai entendu avec intérêt, j'ai écouté avec intérêt les réquisitions de Monsieur le procureur, auxquelles je rappellerai néanmoins qu'il va bien falloir qu'il choisisse sur les liens de la prévention. D'ailleurs, entre nous soit dit, si on était dans une situation réelle, il aurait dû choisir avant l'audience, parce que s'il choisissait pendant l'audience, j'aurais soulevé une nullité. Mais c'est un exercice, donc il va falloir choisir. Et par ailleurs, je rappellerai au ministère public que la loi pénale est d'interprétation stricte. Nous sommes devant un juge correctionnel. Et celui-ci est tenu par des infractions et que ces infractions sont d'interprétation stricte, voire restrictive. Et c'est encore une fois le point important de notre dossier. Nous sommes dans une situation de bug bounty. Alors si j'étais l'avocat de la défense, je commencerais par vous présenter le prévenu sous un jour beaucoup plus sympathique que n'ont pu le faire le ministère public et la partie civile. Je rappellerai au ministère public que travailler la nuit, ça n'est pas nécessairement un signe de désociabilisation. J'ai dans la salle un certain nombre de mes collaborateurs et ils pourront vous dire qu'ils travaillent la nuit et qu'ils sont parfaitement sociabilisés. Monsieur Portefigue, oui, travaille la nuit, ça n'en fait pas un délinquant pour autant. C'est quelqu'un qui, effectivement, n'a pas une appétence particulière pour les big players du monde de l'Internet. Ça n'en fait pas davantage un délinquant. C'est d'ailleurs un individu qui travaille au bénéfice de collectivités territoriales, qui a donc le sens de la collectivité, qui a le sens de l'intérêt public. Après avoir brossé ce tableau évidemment un peu plus flatteur que celui que vous avez reçu de la part du ministère public et de la partie civile, je m'intéresserai au champ dans lequel cette affaire intervient, c'est-à-dire le bug bounty. Monsieur le procureur, pour reprendre une expression ou une comparaison synégétique, vous a indiqué qu'on était en matière de chasse et que la chasse, elle était réglementée, et qu'il fallait un permis, et qu'il y avait des zones de chasse, des périodes de chasse, des gibiers qu'on pouvait chasser, et que tout n'était pas possible. Eh bien, le problème de ce dossier, c'est que le tribunal va devoir, en tout cas pour la période du bug bounty, c'est-à-dire du 2 au 9 avril, je suis dans une situation du point de vue de la défense plus délicate pour la période postérieure, mais je suis assez droit dans mes bottes d'avocat de la défense sur la période du bug bounty pour effectivement poser la question au tribunal de savoir si toutes les infractions qui lui ont été présentées comme constituées dans la période du 2 au 9 avril, l'accès, le maintien, la soustraction de données, sont effectivement constituées dans leur élément intentionnel. La matérialité, ça ne fait pas de doute, on ne va pas tourner autour du pot. David Portefigue est entré dans le système de traitement automatisé de données, il a extrait un certain nombre de données, donc sur le plan de l'élément matériel, il n'y a pas de difficulté et la défense serait ridicule et donc inefficace à venir tenter de plaider sur ce terrain. Mais quid de l'élément intentionnel? Il n'y a pas d'infraction en droit français sans intention de la commettre. C'est notre principe de droit fondateur en matière pénale. Et quel est le sujet?
David Portefigue, on vient le chercher. On vient le chercher. Et on lui dit, Monsieur Portefigue, nous souhaitons bénéficier de vos compétences techniques en matière d'informatique pour tester la fiabilité de notre système. Est-ce qu'on lui donne des règles? Est-ce qu'on lui donne des guidelines, pour reprendre une expression anglo-saxonne? Est-ce qu'on lui donne une limite gauche, une limite droite, une limite courte, une limite longue? Non. On lui dit, voilà notre système. Entre le 2 et le 9 avril, vous allez le tester. Et vous allez nous rapporter les failles que vous allez possiblement trouver. Et si vous nous rapportez également les patchs, les solutions, vous serez récompensé. Est-ce qu'on lui dit il y a des méthodes autorisées, il y a des méthodes interdites? Est-ce qu'on lui dit il y a des points d'entrée possibles et des points d'entrée impossibles? Non. On lui fait faire, entre nous soit dit, à bas prix, puisque le budget maximal prévu par la société, c'est 8 000 €, on lui fait faire un audit de sécurité du système, mais en conditions réelles. Et en plus, avec un responsable des systèmes informatiques qui est un peu négligent et qui oublie de fermer le lien VPN avant de partir en week-end, le cher homme. Et on se présente en victime. On lui ouvre le coffre, on lui dit « Regardez si le système d'alarme fonctionne », et en plus on lui donne la combinaison. Et on vient se plaindre. Donc ce que l'avocat de la défense vient dire au tribunal, c'est qu'il n'y a pas d'élément intentionnel, parce qu'il n'y a pas eu de règles définies. On aurait produit des règles en lui disant « Vous ne devez que pénétrer à partir du site irlandais, vous ne devez pénétrer que de cette manière, vous ne pouvez pas faire d'extraction pour justifier que la faille existe ». On serait dans un cadre différent. C'est un peu, mon général, si vous me permettez la comparaison, si vous prenez un plastron, vous lui demandez de jouer l'embuscade, mais vous lui dites « vous serez là », vous me prévenez de l'heure à laquelle vous allez me tirer dessus, vous me prévenez de vos manœuvres, et surtout, vous ne faites rien d'autre que ce qui a été prévu. Mais ce n'est pas ça, le bug bounty. Ou en tout cas, dans le cas qui nous est soumis, ce n'est pas ça. On lui donne les clés, et on lui dit maintenant, regardez si ça fonctionne. Alors, ce que je viens dire au tribunal, c'est que vous ne trouverez pas dans les faits commis par David Portefigue entre le 2 et le 9 avril d'éléments intentionnels. Parce qu'il n'y a pas de volonté frauduleuse, parce qu'il ne peut pas y avoir de volonté frauduleuse, puisque c'est la victime qui lui demande de faire des tests. J'aurais évidemment, au début de mes explications, bien entendu rappelé au tribunal que toutes les données extraites ont été conservées, qu'elles n'ont pas été dévoyées, qu'elles n'ont pas été révélées. Il est rentré, il a trouvé, il a pris, il a gardé. Ça, c'est la partie facile de ma plaidoirie, entre le 2 et le 9. Après, c'est plus délicat. Après, il revient. On n'est plus dans la période bug bounty. Alors après, c'est plus compliqué de plaider l'Arlax, mais on va plaider les circonstances. Là, sur le terrain de la peine, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais dire au tribunal? Je pourrais lui dire que l'attitude de la prétendue victime est particulièrement singulière. Et à la barre, j'utiliserai probablement des
expressions plus provocatrices que singulières. J'expliquerai au tribunal correctionnel que lorsque j'ai détecté, moi, David Portefigue, ou en tout cas celui qui est derrière moi là, quand j'ai détecté cette faille majeure, j'en ai prévenu l'ANSSI. Et l'ANSSI a nécessairement réagi auprès de la société propriétaire des données. Et cette société, qu'a-t-elle fait? Rien. Strictement rien. Alors j'expliquerai que, effectivement, j'ai peut-être un problème d'ego. Je n'ai pas été suffisamment reconnu à ma juste valeur. Donc j'ai voulu la démontrer, cette valeur. Est-ce que je l'ai fait dans des conditions qui sont réellement de nature à nuire aux intérêts de l'entreprise, contrairement à ce que cette dernière a fait plaider avec talent, mais un effet que je crois limité? Non. Alors je vais rentrer dans le système et je vais crypter une partie de données archivées. On parle de données archivées, on n'est pas sur des données actives. Et qu'est-ce que je fais immédiatement? Je livre le même jour la clé de déchiffrement. Alors oui, il y a possiblement accès et maintien dans un système de traitement des données. Mais pourquoi? Pour rappeler, puisque l'ANSSI a nécessairement informé l'opérateur, pour rappeler à l'opérateur qu'il a une faille. Il a une faille. Alors je sais bien, on l'a entendu ce matin dans le cas pratique précédent, que le mobile est indifférent au juge pénal. Il est indifférent sur le plan de l'incrimination, mais là vous avez bien compris que mes propos, ils sont sur le terrain de la peine, évidemment, face aux réquisitions scélérates de Monsieur le procureur de la République. Donc là, je suis sur le terrain de la peine. Donc on délivre, et je viendrai quand même, je dirais un mot d'une incrimination, la tentative d'extorsion, parce qu'il n'y a pas de tentative d'extorsion. Il y a possiblement accès et maintien au traitement automatisé de données. L'adverbe possiblement, c'est une formule de la défense. Quand un avocat de la défense dit possiblement, ça veut dire que c'est constitué, mais qu'il ne peut pas le reconnaître. Il y a possiblement une atteinte au traitement de données. Et il n'y a pas tentative d'extorsion sur le plan de l'élément matériel. Pourquoi? La tentative d'extorsion, c'est le fait par contrainte, menace, violence, de tenter, dans le cas d'espèce, de se faire remettre des fonds. On ne parle pas du secret, de sa révélation. Et de concert, la partie civile, le procureur de la République, la main sur le cœur, en canon, viennent vous dire « mais cet homme était intéressé, il a fait chanter l'entreprise pour 4 000 €. C'est une tentative d'extorsion. » Eh bien, je réponds « non ». Parce qu'il faut relire le cas pratique. Et qu'est-ce qui se passe le 15 et le 20? David Portefigue prend contact avec l'entreprise et lui dit « j'ai découvert une faille dans votre système parce que j'ai pu m'y introduire. Et pour vous montrer que j'ai pu m'y introduire, voilà des données chiffrées et la clé de déchiffrement. Et je vous demande 4 000 € pour vous aider à régler ce problème de faille. » Et il n'est pas en train de dire
je vous demande 4 000 € pour vous donner la clé de déchiffrement. Non. Il dit, il y a une faille, je peux vous aider à la régler, si vous me rémunérez. Si moi, demain, moi, avocat, parce que je suis autorisé à faire de la publicité, si moi, demain, avocat, j'envoie à mes clients une magnifique brochure avec ma photo en pied et la liste de tous mes succès, montrant que je suis particulièrement talentueux, en leur disant, vous savez, j'apprends que vous êtes l'objet d'une action collective et je suis particulièrement talentueux pour aider les entreprises dans la gestion de leurs actions collectives et regardez la liste de tous mes succès en la matière et je suis prêt à vous faire un prix d'ami. C'est une tentative d'extorsion? Je ne crois pas. C'est peut-être de la publicité indélicate, c'est peut-être un manquement à mes règles, c'est peut-être tout ce qu'on veut, c'est peut-être une hyperbole publicitaire parce que je ne suis pas aussi talentueux que je le voudrais, mais ce n'est pas une tentative d'extorsion. Ce que fait David Portefigue, quand le 15 et le 20 avril, il se vante, ou il se vend, comme vous voudrez, il dit à l'entreprise, j'ai identifié une faille, et pour vous prouver que je l'ai identifiée, regardez, je suis entré dans votre système. Je suis prêt à vous aider à régler cette faille. Ça coûtera 4 000 €. Vous prenez pas. Pas de la violence, pas de la contrainte. Il n'y a pas tentative d'extorsion dans ce dossier. Donc, si je résume en entonnoir la plaidoirie de la défense sur le volet pénal, je vais plaider la relaxe sur tous les faits qui sont commis durant la période de Bug Bounty. Sur les faits des 15 et 20 avril, je vais plaider la relaxe sur la tentative d'extorsion. Et sur les faits d'entrée, d'accès, de maintien au système de traitement automatisé, là, je vais faire appel à la sagesse du tribunal en insistant sur la personnalité de l'auteur, en rappelant qu'il n'y a aucune destruction de données, qu'il n'y a eu aucune communication de ces données. Je dirai un mot de ce que je pense du préjudice de la partie civile dans un instant à propos de son préjudice d'image, et que David Portefigue a toujours fait ce qu'il a fait dans l'intention de se valoriser, certes, mais sûrement pas de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise. Et donc, pour aller jusqu'au bout de la démarche, sur le terrain de la peine, évidemment, je me gausserai de la sévérité des réquisitions du ministère public qui sont totalement déconnectées de ce qui se pratique en la matière, et je le remercierai de sa générosité s'agissant du sursis, mais moi j'irai plus loin, je demanderai la dispense de peine, pure et simple, compte tenu du profil du prévenu, compte tenu du fait qu'il offre toutes les perspectives de reclassement, il n'a pas besoin d'être reclassé, il vit dans son monde et son monde n'est pas asocial, il est possiblement différent de celui de monsieur le procureur, de celui du tribunal et de l'avocat de la défense, mais il n'est pas asocial pour autant. Et à titre infiniment subsidiaire, je proposerai au tribunal d'entrer en voie de prononcer de travaux d'intérêt généraux, ce qui paraît d'ailleurs assez adapté au profil de l'intéressé qui est en recherche de reconnaissance. Eh bien, quelle meilleure reconnaissance que de lui donner l'opportunité, avec ses capacités, avec son expertise informatique, de se mettre au service de la collectivité. Bon, là, je suis un peu dans le pathos, vous voudrez bien m'en excuser, mais c'est la règle du jeu. Et puis, là, je ne vais pas passer dans le pathos, parce qu'on va parler monnaie et sonnante et trébuchante, je vais m'intéresser à la demande de la partie civile, qui cherche à s'enrichir sur mon dos, ça c'est évident, parce que son préjudice, il fait pchit. D'abord,
je plaiderai assez violemment la faute de la victime. C'est en plus d'actualité, puisqu'il y a quelques kilomètres d'ici, plus à l'ouest, devant la cour d'appel de Versailles, en ce moment même, une cour est en train de s'intéresser à la contribution d'une banque française à l'éventuelle réalisation de son préjudice. Je crois que tout le monde a compris de quel dossier je parle. Et à cause ou grâce, selon le point de vue que l'on reprend, une évolution dans la perception, j'ose pas dire la jurisprudence, mais dans la perception de la Cour de cassation, il est de fait nécessaire au juge pénal, aujourd'hui, de s'interroger sur l'éventuelle contribution de la victime à la réalisation de son préjudice. Alors, on a un cas assez topique à cet égard. Parce que voilà une entreprise, bon, d'abord qui a, sans prendre la moindre mesure de sécurité, d'enfermement contractuel de la période de Bunguti, a ouvert littéralement son système de traitement de données à des tiers. Voilà une entreprise qui est particulièrement peu réactive, parce que je prends pour hypothèse qu'elle a été informée de la faille majeure détectée par David Portefigue, allez, au plus tard le 6 avril. Je ne veux pas faire injure aux agents de la NSI de penser qu'il aura fallu plus de 24 heures pour prévenir la société concernée qu'une faille majeure dans son système avait été détectée. Ensuite, donc on est le 6 avril. 6 avril. Pour une plainte du 10 mai. Long. Très long. Ensuite, David Portefigue, on lui reproche d'être revenu à la charge le 15 avril. Le 15 avril, on aurait pu se précipiter chez les services de police concernés. On vous dit non, parce qu'on pensait que c'était une complicité interne. Ah, la belle affaire. Ah, parce que si on pense que le délinquant est en nos murs, on ne va pas dénoncer l'infraction. Bon, mais comme il n'est pas de chez nous, c'est moins grave. Alors, on va la dénoncer. 15 jours plus tard, le 20, on remet ça. Donc, vous avez un vrai problème de crédibilité de la posture de la partie civile dans ce dossier. Et cette crédibilité, elle est encore plus mise à mal par les demandes qui sont formulées par cette dernière. Alors, on commence par vous demander la modique somme de 75 000 € au titre de l'intervention des équipes techniques du 15 avril au 10 mai. Je suis désolé, mais un préjudice, ça se plaide et ça s'étaye. Mais vous avez été prévenu par l'ANSSI le 5 avril. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Monsieur David Portefigue n'est pas là pour payer les insuffisances de la société. Ensuite, on vous dit qu'il y a eu un décalage dans le lancement de la campagne de publicité. Oui. C'est quoi la vraie raison du décalage? La société a eu la candeur ou la mégarde de vous le révéler dans le cadre des plaidoiries de son conseil. Ils ont découvert 23 failles dans leur système, sans compter la faille majeure dénoncée à l'ANSSI. 23 failles. Ce n'est plus un système de traitement des données, c'est un gruyère. Alors oui, effectivement, il a fallu décaler la mise en route de la nouvelle plateforme. Mais ce n'est pas du fait de David Portefigue. Ensuite, on vous demande la réparation d'une perte de chiffre d'affaires. Ah, la belle affaire. Oui, mais depuis que le droit de la responsabilité délictuelle existe en France, et depuis que le droit à la réparation est réglementé, on n'indemnise pas une perte de chiffre d'affaires. On indemnise une perte de marge sur le chiffre d'affaires perdu. Alors il va falloir que la société Beau Bébé, elle nous justifie de ses marges, et une fois qu'elle nous aura justifié de ses marges, elle pourra
éventuellement prétendre à formuler une demande au titre de la perte de marge, que votre tribunal, Madame la Présidente, aura apprécié au regard de la contribution de la société à cette perte de marge. Et puis, cerise sur le gâteau, parce que ça fait toujours bien, il faut arriver à des chiffres ronds, et pour arriver à des chiffres ronds, on vous parle d'un préjudice commercial / d'image. Donc, ce que la société fait plaider, c'est que David Portefigue a porté atteinte à la réputation commerciale de cette entreprise. Il y a un problème. C'est que David Portefigue, il n'a pas fait état de ce qu'il a trouvé. Que David Portefigue, contrairement à certains hackers, n'a pas publié ses découvertes. Donc, s'il y a effectivement sur le marché de l'entreprise des bruits, des rumeurs, des informations selon lesquelles son système de traitement automatisé serait d'une fiabilité douteuse, ça n'est pas le fait de David Portefigue. Et ça, le dossier là-dessus est très clair. Donc, il y a peut-être eu un préjudice d'image, mais il n'est pas imputable à David Portefigue. Donc, Madame le Président, s'agissant des intérêts civils, vous débouterez bien entendu la partie civile de l'ensemble de ces observations. J'en ai terminé de ma plaidoirie s'agissant de la défense, mais je crois que comme mon contradicteur, je serais assez intéressé, mais ça sort du champ de la plaidoirie, que nous puissions avoir des échanges sur le régime du hacker blanc tel qu'il est en prospective devant le législateur. Mais là, l'avocat de la défense sort de son rôle en disant cela. Merci, Maître, pour vos explications très pédagogiques en tout cas.